Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Liberté provisoire pour Oumar Sarr, le coordonnateur du PDS qui est poursuivi pour faux et usage de faux et diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire Lamine Diack a regagné son domicile cet après-midi. Accident spectaculaire sur la VDN, un camion de ramassage d'ordures s'est renversé sur le trottoir. Plus de peur que de mal, une dame a été grièvement blessée. Le communiqué du ministre de la Décentralisation irrite au plus haut point l'intersyndicale des collectivités locales. Sidi Ndiaye soutient que la prise en charge des dépenses des collectivités par l'État est un aveu d'échec. Pendant ce temps, le mot d'ordre de grève bat son plein. Nous verrons l'impact sur le terrain. Et puis en sport, basket... Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Liberté provisoire pour Oumar Sarr, le coordonnateur du PDS, a quitté la MAC du Cap Manuel. Après plus d'un mois d'incarcération, le coordonnateur national du PDS a été accueilli par des responsables de son parti et quelques proches parents. Retour sur sa sortie de prison avec Dissa Prera. Aziz. 17h devant la maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel, quelques responsables du PDS font le pied de grue. Peu à peu, les avocats du détenu arrivent. La sortie du coordonnateur du PDS tant annoncée est imminente. 20 minutes plus tard, les bagages sont évacués. Les quelques responsables et proches s'approchent du portail. 17h40, c'est la délivrance. Des acclamations fusent de partout. Oumar Sarr, costume bleu marine, chemise bleu clair, sourire aux lèvres, s'avance fièrement hors de la prison. Salutations, accolades avec les responsables du PDS, ses premiers mots des remerciements à l'endroit des personnes qui l'ont soutenu. L'homme n'a pas maigri mais semble éprouvé physiquement par un mois d'incarcération. Oumar Sarr persiste, il n'a commis aucune faute qui mérite la prison. Le coordonnateur du PDS pense même que tout homme politique devrait goûter aux rigueurs carcérales. 17h53, Oumar Sarr s'engouffre dans son 4x4 en compagnie de Mamadou Diop Decroix, suivi par les autres véhicules des responsables du PDS. Le cortège s'ébranle sur la corniche ouest. Oumar Sarr libre mais promet de continuer le combat. Dissa Prera, merci. Justement, nous allons écouter les premières déclarations d'Oumar Sarr à sa sortie de prison. Donc je suis sorti comme je suis entré d'ailleurs. Bon, donc je remercie vraiment toutes les personnes. Je remercie toutes les organisations. Je remercie vraiment tous les parents qui sont mobilisés pour que le droit soit dit et que je puisse sortir très rapidement de la prison. J'ai été injustement incarcéré. Je suis aujourd'hui bien sûr dehors. Et je continue comme hier. Je continue la lutte que nous avions engagée avec notre parti et tous les autres partis qui luttent contre le régime de Macky Sall. Je n'ai pas fait de faute. Donc déduisez vous-même. Oui, les conditions sont des conditions très dures. Bon, je pense que c'est bien que tous les responsables politiques passent par là. C'est dommage que Macky Sall ne soit pas déjà passé par là. Sinon. Donc c'est une question. Oh non, c'est dur. C'est pas facile. Bon, mais alhamdoulilah rabbil alamin. Nous sommes préparés à vivre dans des situations encore plus atroces, plus dures. Donc nous sommes préparés à ça. Le combat continue. Elle ne saurait cesser. Elle ne saurait cesser. Puis un peu plus tôt dans la journée, les jeunes libéraux Victor Diouf et Mohamedou Ba ont bénéficié d'une liberté provisoire aussi. Ils seront jugés le 22 mars prochain pour délit d'association de malfaiteurs et incendie volontaire. Chartidiane, parlons de cet accident spectaculaire. C'était ce mardi sur la VDN. Un véhicule de ramassage d'ordures s'est renversé sur le trottoir. Plus de peur que de mal. Une dame s'est tout de même gravement blessée. Les services d'urgence médicale se sont mobilisés pour les premiers soins. Fatou Kinedem. Aucune perte en vie humaine, sinon une blessée grave. Cette mendiante a frôlé la mort. Ses compagnons ont vite pris la fuite. Un véhicule de ramassage d'ordures a dérapé avant de se renverser sur ce trottoir. Pour l'instant, je peux rien dire. Le conducteur, surpris par les faits, reste bouche bée.
Le chauffeur a voulu éviter une voiture. Je croyais même qu'il avait des problèmes de frein avec son véhicule. C'est par la suite qu'il a pris le trottoir avant que son véhicule ne se renverse. Certains vendeurs et mendiants qui occupaient le trottoir ont pris la fuite. Quoi qu'on dise, le chauffeur a fait preuve de maîtrise. Des vies pouvaient y rester. Dieu merci. Les témoins sont unanimes. L'État doit prendre des mesures sur la mendicité et surtout dans ces conditions. Grâce à Dieu, personne n'a perdu la vie. L'État doit être ferme avec ces personnes qui parfois abusent. Ce n'est pas sûr de s'asseoir sur ces trottoirs. Le chauffeur a fait preuve de maîtrise selon les témoins, mais la prudence et la discipline sur les routes restent les maîtres mots. Nous parlons à présent de la deuxième journée de grève de l'intersyndicale des collectivités locales à l'état civil de Fann, tout comme à l'hôpital Abass Ndao. Le mot d'ordre est bien suivi. De nombreuses personnes venues déposer ou récupérer des papiers n'ont pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin. Interrogés par la rédaction, ils appellent le gouvernement à dialoguer avec les syndicalistes. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Juste cette note pour informer les populations de la grève de 72 heures des collectivités locales. Nous sommes au centre d'état civil d'Abass Ndao. Le motif de l'arrêt de travail, ces commerçants tentent parfois d'expliquer la désolation totale chez les usagers. J'étais là pour faire mon extrait de naissance et malheureusement, je me suis rendu compte qu'ils étaient en grève et pour 3 jours apparemment. Donc ce qui pénalise certainement les documents qu'on doit régler. C'était pour faire mon extrait de naissance ici, pour faire les papiers personnels. Donc là, je me suis rendu compte justement qu'ils étaient en grève. D'une part, ils devraient penser à nous. Nous qui sommes censés avoir des papiers dans le cas urgent, on va dire. Donc d'une part aussi, c'est clair qu'ils doivent recevoir leur argent. C'est pas du tout intéressant de travailler tout un mois et de ne pas être payé. Et d'une part, donc, on va dire que c'est l'inconvénient des deux côtés. Ça me pénalise quand même, parce que c'est des documents que je viens ici pour mes enfants. Donc, si je ne parviens pas à avoir ces documents-là, je ne parviendrai pas à résoudre l'autre problème. Ce père de famille aussi est très affecté par cette grève. Il devra retourner à Thiaroye jusqu'à jeudi. J'étais venu à la mairie pour légaliser le certificat de mon fils. Malheureusement, je ne savais pas qu'ils étaient en grève. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Ça me pénalise parce que je devais normalement le déposer aujourd'hui. Mais je suis obligé aussi d'attendre que le service européen pour que je puisse légaliser mon dossier. À l'état civil de Fann, même constat. Ces usagers sont unanimes à dénoncer les conséquences de l'acte 3 de la décentralisation. La solution à leurs yeux, le dialogue. Maïmouna Ndiaye, depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, certaines mairies disent avoir beaucoup de mal à régler les urgences. La mairie de Grand Dakar disposerait actuellement d'un budget de 558 millions avec une masse salariale de près de 400 millions de francs CFA. D'après le maire Jean-Baptiste Diouf, les employés sont restés 3 mois sans percevoir de salaire. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Avec un budget de plus de 558 millions, la mairie de Grand Dakar peine à s'en sortir. Depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, les recettes cumulées ne sont pas conséquentes. Et le budget de 2015 s'élevait à 558 millions. Les recettes proprement dites là, qui sont des recettes tirées de la publicité, puisque c'est une recette qui a été transférée aux communes maintenant, parce que c'est la ville de Dakar qui recevait ça. Nous avons donc des recettes qui proviennent de la patente, voilà, qui est payée par les commerçants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au point de vue recettes, nous n'atteignons même pas 60% des recettes qui étaient prévues dans le budget. Et dans tout ça, l'État a diminué drastiquement le fonds de dotation qu'il a alloué à la mairie. Nous avons aussi ce qu'on appelle le fonds de dotation qui est donné par l'État,
Mais ce fonds de dotation, malheureusement, est très faible. En fait, parce que comparativement à ce qu'on recevait comme fonds de dotation de la ville de Dakar, nous ne recevons même pas le 5e. Nous recevions de la ville de Dakar 140 millions et l'État nous donne aujourd'hui 30 millions. Et donc vous avez une perte de 110 millions que nous avons du mal à rattraper. Actuellement, la mairie supporte une masse salariale très élevée pour des recettes moindres, ce qui fait que depuis le mois d'octobre, les employés n'ont pas reçu leur salaire. Aujourd'hui, les charges les plus importantes sont les charges salariales. Voilà, parce que l'acte 3 a fait qu'il y a eu du patrimoine qui a été dévolu, mais il y a eu du personnel. Mais le personnel le plus important, c'est le personnel du centre de santé. Et le centre de santé, aujourd'hui, nous coûte pratiquement 14 millions les salaires seulement, sans les charges salariales. La masse salariale de la mairie tourne autour de 250 à 300 millions annuellement. Alors, ce qui fait que quand nous prenons l'ensemble des recettes que nous recevons en dégageant les charges, nous avons un déficit pratiquement, ce qui fait que nous, vous prenez le cas de Grand Dakar, nous n'avons pas pu payer les salaires depuis octobre. Des difficultés que rencontre tous les jours cette mairie. Je ne vous cache pas que nous, à Grand Dakar, nous avons même des difficultés à acheter les fournitures de bureaux. Le maire Jean-Baptiste Diouf exhorte l'État à revoir cet acte 3 de la décentralisation, source de maux pour les collectivités locales. Nous restons toujours sur cette grève des collectivités locales. Le communiqué du ministre de la décentralisation, Léa, irrite les syndicalistes. Selon le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, le non-paiement des salaires n'est pas leur seule revendication. Sidi Ndiaye estime qu'il faut ranger la hache de guerre et ouvrir le dialogue. Écoutons-le, Astou Benchoub l'a joint par téléphone. Ce qu'il a dit n'est pas exact. Parce qu'il ne peut pas dire que depuis la fin décembre, on a payé les salaires, ce qui est totalement faux. Il y en a qui, avant-hier seulement, viennent de toucher le salaire. Donc, il ne faut pas dire des contre-vérités lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité. C'est inacceptable. Je crois qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu et de provoquer les gens. Nous le mettons au défi dans les 24 heures de prouver qu'il y a un pléthore. Il y a un audit qui a été fait et rien n'a été dit dans les audits concernant une question de pléthore. La vérité, c'est qu'ils se sont plantés. Ils ont fait une réforme qui a transféré massivement du personnel dans les nouvelles collectivités locales. Et sans qu'au préalable, on fasse une étude pour voir si ces collectivités locales ont des capacités financières pour faire face à ce personnel. Mais le salaire n'est pas le problème. Le problème, il le sait. Il y a la fonction publique locale que nous avons initiée ensemble. Depuis 2011, la loi est votée. Des actes ont été posés. Les commissions d'intégration ont travaillé, ont fini. Et jusqu'à présent, on n'est pas en mesure de nous dire quand est-ce qu'on va terminer le boulot. Donc, ça, il y a un problème de fond. Ensuite, parlant toujours des impacts négatifs de l'acte 3, il y a la question de la couverture médicale des travailleurs. Depuis 18 mois, ils sont sans couverture médicale. La phase de discussion est terminée. Nous avons signé un protocole d'accord. Mettons ensemble, mettons en œuvre ce protocole d'accord. S'ils ne peuvent pas le faire, il pose le problème de la crédibilité même du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement qui signe des protocoles d'accord et qui ne les respecte pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces autorités-là? Pour en finir avec ce mouvement d'humeur, la directrice des collectivités locales déplore la grève de l'intersyndicale des collectivités locales. Fatoumata Bintou Kamara Fall soutient que le gouvernement a fait des efforts. D'après ses dires, en fin d'année 2015, le gouvernement a décaissé la somme de 2,5 milliards de francs CFA pour le paiement des arriérés de salaire des travailleurs des collectivités locales. Fatoumata Bintou Kamara était l'invité du journal de 13h. Chérif Dia et Diafaraba lui ont tendu leur micro. Nous réagissons pour déplorer cette situation. Nous estimons qu'en tout cas, les conditions étaient réunies pour permettre aux travailleurs des syndicalistes, aux travailleurs des collectivités locales de venir à la table de négociation pour échanger avec le gouvernement, mais également de ne pas, en tout cas, suivre ce mot d'ordre de grève. Dans un premier temps, le gouvernement a pris des mesures pour pallier aux arriérés de salaire. À la fin de l'année 2015, 2,5 milliards ont été octroyés aux collectivités locales en difficulté
pour non seulement prendre les arriérés de salaire que je viens d'évoquer, mais également pour pallier à certaines difficultés de fonctionnement que rencontraient certaines collectivités locales. Le protocole a été signé au mois d'avril 2015. Le protocole contenait 3 grands points répartis en 10 sous-points. Le point relatif au redéploiement a été entièrement pris en charge. Les rapports ont été déposés et partagés. Pour ce qui est du 3e point relatif à l'intégration des anciens assistants communautaires également, pour l'essentiel des anciens assistants communautaires, ils ont été intégrés dans la fonction publique locale comme secrétaire municipal des anciennes communautés rurales devenues communes. Et pour ce qui est du second point relatif à la fonction publique locale, des avancées ont été faites, notamment dans le cadre de l'intégration des agents dans la fonction publique locale. Vers un mois de février très mouvementé sur le front social. Des mouvements de grève sont annoncés si jamais des réponses satisfaisantes ne sont pas apportées au préavis de grève. Les remous dans les secteurs de l'éducation et des collectivités locales, une situation normale selon le secrétaire général du CNTS-FC. Mamadou Diouf de la CSA, lui, déplore la tournure des événements malgré l'existence d'instruments de dialogue. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Ce sont les travailleurs des collectivités locales qui donnent le signal. Sidi Ndiaye et ses camarades mettent en exécution leurs menaces de grève. Sur un autre front, celui de l'éducation, des préavis de grève s'accumulent sur la table. Je constate, pour le déplorer, que le climat social est en train de se détériorer, alors que des instruments, des outils de stabilisation existent bel et bien. Dans le cadre du dialogue social, il y a toujours des dépôts de préavis de grève, il y a toujours des perturbations. Pour autant, nous avons quand même un système de dialogue social qui ne doit pas être remis en cause par ces faits-là. Un climat social en ébullition, Cheikh Diop de la CNT-FC relativise. Je pense que ce qui se passe dans le climat social est tout à fait normal. Je l'ai dit tantôt, il y a des secteurs agités, c'est vrai. Et dans ces secteurs, il y a bien des raisons pour que ces secteurs soient agités. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de travailler à justement prendre en compte ces secteurs agités-là pour régler leurs problèmes. Pour ces deux secrétaires généraux, l'instauration d'un code de dialogue franc entre les différentes parties est incontournable. Le Sénégal a mis en place un système, un mécanisme de dialogue social assez fiable. Nous avons un pacte, nous avons revu les institutions, nous avons un certain nombre de consensus que nous devons mettre en route. Quand des accords sont signés, les syndicats, ce qu'ils peuvent, c'est lorsque l'échéancier est en train d'être dépassé, d'alerter. Il appartient maintenant au gouvernement de respecter les échéances ou quand il se rend compte qu'il est objectivement, qu'il n'est pas en mesure de respecter les échéances, qu'il se dise que j'ai affaire à des responsables et de façon responsable, je les convoque et je discute avec eux. Donc, ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est que les gens en arrivent à la grève. Parce qu'une chose, il est beaucoup plus facile de déposer un préavis de grève et d'aller en grève que de lever un mot d'ordre de grève. Par cette démarche, un apaisement peut être trouvé, même si toutes les revendications ne peuvent pas trouver solution dans un court terme. Et puis selon Innocence Tap Ndiaye, c'est à l'État du Sénégal de faciliter la discussion avec les syndicalistes. Écoutons la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social. Ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso. Pour les secteurs que vous venez de citer, à savoir l'éducation qui menace et pour les collectivités locales, nous avons joué notre partition. Nous avons effectivement reçu les syndicats, l'intersyndical dirigé par monsieur, la délégation était dirigée par monsieur Bamba Diop. Nous les avions reçus. Nous avons alerté le ministre de tutelle qui nous a reçus et qui a convoqué à l'époque une rencontre au cours de laquelle nous avons noté que nous devions nous retrouver tous les mois. Mais vous savez que chacun a son agenda. Et peut-être que le ministre n'a pas pu faire cette rencontre et il y a eu rupture de dialogue. Mais pour notre part, nous avons joué pleinement notre partition. Nous les avons quand même appelés lorsque nous avons vu qu'il y avait un préavis. Et je pense qu'incessamment, nous allons nous rencontrer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on anticipe sur ces questions.
Puis parlons de toute autre chose à présent avec la célébration ce mardi de la journée mondiale de la douane à l'heure où la menace terroriste est prise très au sérieux au Sénégal. Pour l'année 2016, la douane vise les 600 milliards de francs CFA de recettes. Pour atteindre cet objectif, des innovations sont prévues, plus particulièrement en ce qui concerne le système de facilitation des échanges et du dédouanement. Compte rendu de la cérémonie signé à Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. 600 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement attend de la douane sénégalaise pour cette année 2016. L'annonce du ministre du Budget, Birima Mangara, présidait la journée mondiale de la douane. Comme vous le savez, la douane est un maillon important dans la réussite du plan Sénégal émergent et donc dans la mobilisation des recettes. Mais elle reste également un maillon important dans la sécurité, dans la sécurisation de ce pays à travers la lutte contre les actes et les produits illicites. Alors, en termes de chiffres, il faut pour l'année 2016 plus de 600 milliards pour la douane. Cette journée est célébrée dans un contexte de menaces terroristes. La douane est déterminée à collaborer avec les forces de défense pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. Dans un monde qui est en perpétuelle évolution, marqué par une crise économique et financière et une montée du terrorisme, l'administration des douanes doit encore aujourd'hui faire preuve d'innovation et de plus de vigilance compte tenu de sa position stratégique aux frontières. En tant que maillon essentiel de la chaîne logistique internationale, l'administration des douanes doit veiller à la sécurisation, en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité. Pour faciliter et simplifier les procédures douanières aux usagers, des innovations sont notées dans le système. L'administration des douanes a déjà mis en place un ensemble de solutions informatiques issues d'une recommandation de l'OMD à ses pays membres. Ainsi, grâce aux technologies de l'information et de la communication, l'administration des douanes du Sénégal s'est engagée à offrir aux usagers un ensemble de services permettant la facilitation et la simplification des procédures douanières. Lors de cette cérémonie, des partenaires de la douane ont été honorés ainsi que des agents qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. La douane française, elle, a tenu à récompenser la brigade de Joal qui s'est illustrée dans la lutte contre la drogue. Culture à présent, la République populaire de Chine remet les clés du musée des civilisations noires à l'État du Sénégal. Ici, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, qui l'a reçu, il a annoncé l'inauguration du musée pour le mois de novembre 2016. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. La coopération culturelle entre la République populaire de Chine et le Sénégal, la République populaire a réalisé une infrastructure culturel qui s'appelle le musée des civilisations noires. Et monsieur le ministre est venu aujourd'hui nous remettre les clés de cette belle infrastructure qui a été réalisée. Son inauguration sera au mois de novembre 2016 sous la présidence effective de monsieur Macky Sall, président de la République, premier protecteur des arts et des lettres. La Biennale Dakar 2016, ce sera du 3 mai au 2 juin prochain. 66 artistes africains vont dévoiler leurs talents dans différentes expositions à travers la capitale. Une biennale chez vous pour permettre à chacun de s'approprier ce grand rendez-vous culturel qui n'est pas seulement l'affaire d'une élite. C'est le mot d'ordre pour cette édition 2016. Les explications de Simone Djami, directeur artistique de Dakar 2016 avec Aston Tube. Le Sénégal va accueillir des artistes internationaux. Il va y avoir 65 artistes dans cette exposition internationale, plus 2 pays invités qui sont le Qatar et le Nigeria, plus des commissaires invités qui sont au nombre de 6, qui viennent de 6 pays différents. Bref, il y aura un menu assez copieux. Et il y aura une attention particulière faite au public, au grand public, pour que le chauffeur de taxi, la femme de ménage, eux aussi puissent participer à la fête. Il me semble que le Sénégal, c'est le pays de Senghor,
Il me semble que Dakar, c'était aussi sa ville. Je pense que tout Dakarois est un homme de culture et je pense que c'est à nous, à vous, les médias également, de les informer de tout ce qui va leur être offert et je suis sûr qu'ils appelleront présent. À nous de communiquer. Et puis le Fonds de garantie des investissements prioritaires fait le point sur ses investissements en 2015 en Casamance. L'année dernière, le Fonds GIP a financé les projets de 8000 femmes pour un montant total de 400 millions de francs de CFA. L'annonce est de l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Boubacar Diassi. Le Fonds de garantie des investissements prioritaire a mis en place deux instruments financiers, à savoir la garantie au bénéfice des établissements bancaires, mais aussi un service de refinancement au système financier décentralisé. Et dans ce cadre-là, Corim Microfinance est un de nos premiers partenaires avec lesquels nous avons déjà octroyé plus de 400 millions de refinancement, surtout pour la région du Sud. Donc aujourd'hui, il était important pour moi de participer à cette importante rencontre qui célébrait l'entrepreneuriat féminin, surtout l'entrepreneuriat de la femme casamançaise. Et c'est important puisque le président de la République a pris une option de développement pour ramener la paix définitive. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal reçu cet après-midi par Aide Office, une entité de l'administration du groupe Futur Média. Son Excellence Safouat Ibrahit félicite GFM pour son travail et encourage le groupe à persévérer. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Chertidiane Dion et Moudou Diop. On a rencontré donc le chef de ce groupe médiatique très important. On ne peut pas non plus être au Sénégal sans contacter les médias qui portent la voix de la vérité. Et ce qui nous intéresse ici, non seulement faire la connaissance de ces groupes de médias, non seulement les informer, mais aussi passer de cadre classique des relationnels au cadre d'un renouveau et pourquoi pas d'un partenariat diversifié où la Palestine peut aussi montrer une valeur ajoutée aux Sénégalais. Nous espérons, nous visons, nous ambitionnons des relations développées avec les médias comme avec le groupe que je viens de visiter ce matin. Safouat Ibrahit s'est également prononcé sur quelques sujets d'actualité, notamment la menace terroriste. L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal va aider Dakar à lutter contre ce phénomène. Chertidiane John, Moudou Diop. Son Excellence Safouat Ibrahit a déposé ses valises au Sénégal depuis le mois d'octobre dernier. Le nouvel ambassadeur de la Palestine à Dakar arrive dans un contexte particulier marqué par la recrudescence du terrorisme. Les Palestiniens sont victimes directes de terrorisme, et en particulier de terrorisme d'État et de l'occupation et de la colonisation qui dure, ça fait 70 ans. Donc ils connaissent mieux que d'autres, malheureusement, ils sont aussi sensibles et être reconnaissants, c'est-à-dire prouver dans les vraies positions et les moments difficiles qu'on est à côté. Et être à côté, ça veut dire que nous sommes capables d'aider par tous les moyens le peuple frère du Sénégal à faire face à tous les défis qui retrouvent ou qui trouvent à surmonter. Le nouvel ambassadeur s'engage à raffermir les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Palestine. C'est un avantage d'être au Sénégal. Et je ferai tout mon mieux et je mettrai toute mon énergie pour transformer les relations qui sont déjà excellentes qui lient nos deux pays pour des relations plus privilégiées encore. Et le mot-clé, c'est la diplomatie diversifiée
et le partenariat, les relations partenariales. Toutefois, son Excellence Safwat Ibra Guite se désole du fait que le conflit israélo-palestinien soit un fonds de commerce pour certains. Les Palestiniens étaient longuement victimes directes de certains de l'occupation, déjà en premier lieu, mais aussi de certains groupuscules qui exploitent la religion, qui industrialisent le discours religieux, et certains groupuscules qu'on connaît aujourd'hui à travers le monde arabo-musulman ont pas mal exploité la Palestine, ont transformé en fonds de commerce dans leur discours. Les diplomates étaient dans les locaux du groupe Futur Média aux Almadies pour une visite de connaissance et de courtoisie. Son Excellence en a profité pour saluer l'engagement et le professionnalisme des médias sénégalais en général dans le processus démocratique. Et puis écoutons à présent un autre ambassadeur, celui de France au Burkina Faso. Il revient sur le rôle de médiateur joué par le président Macky Sall lors de la crise de 2014. Une médiation qui avait pour but d'assurer une bonne transition démocratique et remettre en selle les organes de la transition après le putsch manqué du général Diendéré. Gilles Thibault est interrogé par Ndiaga Fall. Très courageux. Il est venu aussitôt au Burkina Faso. Il y est resté 3 jours. Il est allé rencontrer les jeunes du RSP dans leur caserne. Et à partir du moment où il est arrivé avec les autres chefs d'État de la CEDEAO, les tensions se sont apaisées, le sang a cessé de couler et on est allé progressivement vers un règlement de la crise. Donc, la lecture que je fais du déplacement du président Macky Sall à Ouagadougou est très positive. Il est venu, il a été courageux, il a fait passer les messages qu'il fallait et on est arrivé peu de temps après, avec des péripéties bien sûr, à un règlement de la crise. Des propos recueillis par Ndiaga Thiam et non Ndiaga Fall, notre correspondant à Ouagadougou. Dans quelques instants, la page des sports. Je vous le disais en sommaire, le tirage au sort du tournoi pré-olympique a été effectué cet après-midi en Suisse. Les poules avec la fin de la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise, l'AS Douane tenue en échec par Mbour Petite Côte. Score final 0 but partout. C'était le dernier match de cette 10e journée. Compte rendu signé Thierno Laurent Mendy et Pape Faragning. Mbour Petite Côte a manqué l'occasion de prendre la tête du classement. L'équipe de la Petite Côte a été tenue en échec par l'AS Douane. Un match nul vierge avec beaucoup d'enseignements pour les Mbourois. Nous en sommes à la 19e journée, donc à la 10e journée. Donc le championnat n'est pas encore fini. Donc nous, notre objectif, c'est de figurer parmi les 3 premiers. Nous prenons les matchs match par match. Donc aujourd'hui, nous avons pris un point qui est pour moi positif. Nous allons arriver à Mbour, faire le bilan, évaluer, voir ce qui est positif, le prendre et voir ce qui est négatif. Le champion en titre, l'AS Douane, n'arrive plus à gagner. Après une défaite lors de la 9e journée, cette fois-ci, elle se contente d'un petit point. Une situation qui pousse l'équipe à chercher des renforts après les départs de certains joueurs clés. On peut dire que c'est 2 points perdus compte tenu des occasions qu'on a eues. Et un nombre important, en premier comme en deuxième. Donc on peut considérer que c'est des points perdus. On a déjà des renforts, on a déjà quelques éléments dans la semaine qui va venir, vous allez vous en rendre compte. Il y a quelques éléments qui vont venir renforcer et on espère que ça ira de mieux, de mieux en mieux. Après 10 journées de championnat, ce match nul vierge entre l'AS Douane et Mbour Petite Côte permet à l'Azak Ndiambour de conserver sa place de leader. Mbour Petite Côte occupe la 2e place, tandis que l'AS Douane traîne toujours en championnat. De la lutte également dans la page des sports. Après son triomphe dans le tournoi de la TNT, Ama Baldé est devenue la nouvelle coqueluche de la lutte sénégalaise. Un combat face à un ténor est plébiscité, mais pour un chroniqueur de lutte à la radio Futur Média, il doit d'abord affronter Papa Sow. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Parce que tay boy xol prestation bi mu def dan Tafatine dan Jos dan nangam dan Ama Baldé réclame Modulo, Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2
Il en a tout à fait le droit. Ses dernières sorties le lui autorisent. Reste à savoir si ces ténors vont l'entendre de cette oreille. Néanmoins, je vois pour lui une autre perspective. Un combat face à Papa Sow est plus juste avant de défier les premiers cités. C'est mieux pour son plan de carrière. buñ ko nangoo léegi war naa mën a taxaw waaye man li ma gis ci yoonu carrière mook Papa Sow war nañu mën a daje. Voilà, Gagne de la RFM. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, la suite de la permanence avec Chérif.